la Ciociara. Je l'avais dit et redit au professeur quand il insistait. Faites attention, monsieur le professeur, il s'agit de filles simples, de la vraie denrée de campagne. Réfléchissez à ce que vous faites, vous feriez mieux de prendre une romaine. Les Ciociare sont des paysannes frustres, analphabètes. C'est ce dernier mot qui décida le professeur. Analphabète, voilà précisément ce que je veux. Au moins elle ne lira pas mes petits journaux illustrés. Analphabète. Le professeur était un vieux monsieur à barbiche et moustache blanche qui professait au lycée. Mais il s'occupait surtout de ruines. Tous les dimanches, et même les jours ordinaires, il allait tantôt ici, tantôt là, sur la voie appienne, au forum ou au terne de Caracalla, et faisait des conférences promenades sur les ruines de Rome. Chez lui, il avait une véritable bibliothèque de livres sur les antiquités et d'autres ouvrages aussi. Dans l'entrée, il y en avait déjà une quantité cachée par des tentures vertes, mais tout l'appartement, corridor, chambre, débarras, était tapissé de livres. Seule la cuisine et la salle de bain n'en contenaient pas. Il tenait à ces livres plus qu'à la prunelle de ses yeux, malheur à quiconque y touchait, et il paraissait presque impossible qu'il les ait tous lus. Et pourtant il n'en était pas rassasié, car lorsqu'il ne donnait pas de cours ou de leçons particulières à la maison, ou qu'il ne discourait pas sur les ruines, il allait rôder devant les étalages de livres d'occasion, fouiller dans les petites charrettes des bouquinistes, et revenait toujours avec un paquet de livres sous le bras. Il en faisait collection, en somme, comme les enfants font collection de timbres. Pourquoi s'entêtait-il à vouloir prendre à son service une fille de mon pays? C'était un mystère pour moi. Il prétendait qu'elles étaient plus honnêtes et n'avaient pas la tête de l'évent, que les joues en pommes d'api des paysannes mettaient de la gaieté dans la maison, et de plus qu'elles faisaient une bonne cuisine. Finalement, comme il ne passait pas de jour sans qu'il vînt me trouver dans ma loge pour insister sur cette fille analphabète de Ciociara, j'écrivis au pays, à mon parrain, et il me répondit qu'il avait justement quelqu'un sous la main, une fille des environs de Villacorse, qui s'appelait Tuda et n'avait pas encore 20 ans. Mais, ajoutait mon parrain, Tuda avait un défaut, elle ne savait ni lire ni écrire. Je répondis que c'était précisément ce que voulait le professeur, une analphabète. Tuda arriva un soir en compagnie de mon parrain, et j'allais les chercher à la gare. Du premier coup d'œil, je vis qu'elle était de bonne race Ciociare, de ces filles capables de bêcher toute une journée sans souffler un moment, ou de porter sur la tête, par les sentiers de la montagne, un panier lourd de 50 kilos. Elle avait ses joues rouges qui plaisaient au professeur, une tresse enroulée autour de la tête, des sourcils noirs qui, réunis au-dessus du nez, lui barraient le front, un visage tout rond et, quand elle riait, des dents blanches, serrées, que les femmes de Ciociara nettoient en les frottant avec des feuilles de mauve. Elle ne portait pas le costume du pays, c'est vrai, mais elle avait bien le pas de la Ciociara, habituée à poser la plante du pied sur le sol, sans talons, et ses mollets ronds et musclés qui sont si beaux à voir quand les lanières de Cioci s'enroulent autour. Elle portait un petit panier sous le bras et me dit que c'était pour moi. Une douzaine d'œufs du jour, enfouis dans la paille et recouverts de feuilles de figuier. Je lui répondis qu'il valait mieux les offrir au professeur pour lui donner bonne impression. Elle me répliqua qu'elle n'y avait pas pensé, se disant que, puisqu'il s'agissait d'un monsieur, il avait sûrement un poulailler chez lui. Je me mis à rire, et ainsi, tout en bavardant, pendant que nous nous rendions en tram à la maison, je me rendis compte que cette fille était une vraie sauvage. Elle n'avait jamais vu ni un train, ni un tram, ni une maison à 6 étages, une véritable analphabète, comme le voulait le professeur. En arrivant à la maison, je la conduis d'abord à la loge pour la présenter à ma femme, puis nous montâmes en ascenseur à l'appartement du professeur. Il nous introduisit lui-même, n'ayant pas de personnel. C'était ma femme qui, d'habitude, faisait son nettoyage et le peu de cuisine nécessaire. Comme nous entrions, Tuda tendit son petit panier au professeur. « Tiens, professeur, je t'ai apporté des œufs frais. » Je la repris vivement. On ne dit pas « tu » à monsieur le professeur. Mais celui-ci l'encouragea au contraire en disant « Cela n'a pas d'importance,
Tu peux me tutoyer, ma fille. Et il m'expliqua que ce tu venait du langage des anciens Romains qui, eux, comme les Ciociares, ne connaissaient pas l'usage de la troisième personne et traitaient les gens à la bonne franquette comme si tout le monde ne faisait qu'une famille. Puis le professeur conduisit Tuda dans la cuisine qui était grande, avec un fourneau à gaz, des casseroles d'aluminium et tout le nécessaire, et il lui expliqua le fonctionnement des appareils. Tuda écouta toute chose, muette et attentive, et finalement, de sa voix sonore, elle dit « Mais je savions pas faire la cuisine. » Surpris, le professeur s'exclama « Comment? On m'a dit que tu étais bonne cuisinière. » Au pays, je travaillions, je pêchions, je faisions bien la cuisine, oui, mais juste pour manger. J'en jamais eu une cuisine comme ça. Et où faisais-tu la cuisine? Dans la cabane. Eh bien, fit le professeur en tirant sa barbiche, chez nous aussi on fait la cuisine pour manger. Admettons que tu aies à me faire un déjeuner, juste pour manger. Que me ferais-tu? Elle eut un large sourire. Je te ferions des pâtes avec des haricots. Là-dessus, tu bois un verre de vin, et puis peut-être une noix ou une figue sèche. Et c'est tout. Rien en second. Comment en second? Je veux dire, comme second plat, poisson, viande. Cette fois, elle se mit à rire de tout son cœur. Ben, quand tu t'es mangé un plat de pâtes et de haricots avec du pain, ça te suffit. Qu'est-ce que tu voudrais de plus? Moi, avec un plat de pâtes et de haricots, je pouvais empêcher toute la journée. Alors toi qui travailles pas. Mais j'étudie, j'écris, je travaille moi aussi. T'étudies, bien sûr, mais le travail c'est nous que le faisions. En somme, rien ne pouvait la convaincre que, comme disait le professeur, il fallait quelque chose en second. Après une longue discussion, il fut convenu que pendant quelque temps ma femme viendrait former Tuda à la cuisine. Nous lui montrâmes ensuite la chambre à coucher qui lui était destinée, une belle chambre donnant sur la cour, avec un lit, une commode et une armoire. Elle dit en regardant tout autour d'elle. « Je vais dormir seule. »« Avec qui voudrais-tu dormir ? » ?»« Au pays, nous dormions 5 dans la chambre. »« Celle-là est toute pour toi. » Finalement, je m'en allai après avoir recommandé à Tuda d'être docile et de bien travailler, car j'étais responsable aussi bien vis-à-vis du professeur que de mon parrain qui l'avait envoyé. En sortant, j'entendis le professeur lui expliquer. « Tu vois tous ces livres, il faudra les épousseter chaque jour avec le plumeau et un torchon. » Et elle de demander « Qu'est-ce que t'en fais de tous ces livres? À quoi qu'ils te servent? » « Ils sont pour moi comme est la bêche pour toi, au pays. Je m'en sers pour travailler. » « Oui, mais moi j'en avions qu'une de bêche. » Par la suite, le professeur vint de temps en temps, en passant devant la loge, me donner des nouvelles de Tuda. À vrai dire, il n'était plus aussi satisfait, le professeur. Un jour, il me dit « Savez-vous ce qu'elle a fait hier? Elle a pris sur mon bureau une feuille écrite, le thème d'un de mes élèves, et s'en est servi pour boucher une bouteille de vin. Elle est rustre, vraiment rustre. » « Monsieur le professeur, répliquai-je, je vous avais prévenu, c'est la vraie campagnarde. » « Naturellement, conclut-il, mais c'est une brave fille, gentille, serviable, vraiment une brave fille. » La brave fille, comme il disait, ne tarda pas à devenir une fille comme les autres. Dès qu'elle eut touché ses gages, elle se fit faire un 2 pièces avec lequel elle avait l'air d'une demoiselle. Puis elle s'acheta des souliers à talons hauts et un sac de faux crocodile. Elle se fit même couper sa tresse, ce qui était grand dommage. Certes, elle gardait ses joues de pomme d'api, qui ne perdaient pas aussi rapidement leur couleur que celles des filles nées à la ville, et elle plaisait pas seulement au professeur d'ailleurs. La première fois que je la vis en compagnie de ce vaurien de Mario, le chauffeur de la dame du 3e, je lui dis « Prends garde, ce type-là n'est pas fait pour toi. Ce qu'il te dit, il le dit à toutes les filles. » Hier, il m'a mené en auto au Mont Mario. Eh bien, et alors? C'est bon d'aller en auto, et puis regarde ce qu'il m'a donné. Et elle me montra une broche de métal blanc ornée d'un éléphant, comme celle qu'on trouve dans les merceries de Campo dei Riori. Tu es une ignorante et tu ne comprends pas qu'il te mène par le bout du nez, en attendant
Tu ne devrais pas sortir en auto avec lui. Si la dame vient à la prendre, gare à lui. Et puis, prends garde, je te le dis encore une fois, prends garde. Mais elle sourit et continua à sortir avec Mario. 2 semaines passèrent. Un jour, le professeur entra dans ma loge, m'appela et me demanda à voix basse: Dites-moi, Giovanni, cette fille est-elle honnête? Pour sûr, monsieur le professeur, ignorante mais honnête. C'est possible, dit-il sur un ton peu convaincu, mais 5 livres de valeur ont disparu de chez moi. Je ne voudrais pas. Je protestais encore que Judas n'était pour rien dans cette disparition et qu'il retrouverait certainement ses livres. Mais j'avoue que je restais perplexe et décidé à bien ouvrir les yeux. Un soir, très peu de temps après, je vis Judas entrer dans l'ascenseur en même temps que Mario. Il me dit qu'il allait au 3e pour prendre les ordres de sa patronne, ce qui était un mensonge, car la dame était sortie depuis plus d'1 heure et il ne l'ignorait pas. Je l'ai laissé monter, puis je pris moi-même l'ascenseur et allai tout droit à l'appartement du professeur. Par hasard, ils avaient laissé la porte ouverte, et je pus donc entrer, passer par le corridor et les entendis parler tous deux dans le bureau. Je compris aussitôt que mes soupçons ne m'avaient pas trompé. Tout doucement, je m'approchai du seuil et que vis-je? Mario, debout sur une chaise, qui se haussait en étendant la main vers le plus haut rayon de livres, et elle, la sainte Nitouche aux joues rouges, qui tenait la chaise pour ne pas qu'il tombe et disait: Celui-là, en haut, ce beau gros qui est relié en peau. Je m'avançai alors. Eh bien, bravo, je vous ai pris, le professeur me l'avait bien dit, mais je n'avais pas voulu le croire. Vraiment, je vous félicite. Avez-vous vu un chat recevoir un seau d'eau jeté d'une fenêtre? Tel fut Mario en entendant ma voix. Il sauta de sa chaise et s'enfuit, me laissant seul avec Judas. Je lui en dis tant et tant que pour beaucoup moins une autre fille aurait éclaté en sanglots. Mais avec les Ciociares, c'est une autre chanson. Elle m'écouta, la tête basse, sans parler, puis elle leva des yeux secs et me dit: Qui a volé? Les sous qui me restent du marché, je les lui rapporte toujours quand ils sont. Je fais pas comme certaines qui font tout payer le double. Malheureuse, et tu ne voles pas ces livres, ça ne s'appelle pas voler. Oh, il y en a tant des livres. Beaucoup ou peu, tu ne dois pas y toucher, et fais bien attention, car si je te repince, tu retourneras au pays tout droit. Sur le moment, la têtue ne voulut pas me donner raison, et pas une minute n'admit qu'elle avait volé. Mais quelques jours plus tard, la voilà qui entre dans ma loge avec un paquet sous le bras. Tiens, les v'là les livres du professeur. Je les rapportions, comme ça, il pourra plus se lamenter. Je lui dis qu'elle avait bien fait et pensé au-dedans de moi qu'après tout, c'était une brave fille et que le grand coupable était Mario. Je l'accompagnai dans l'ascenseur et entrai avec elle dans l'appartement pour l'aider à remettre les livres à leur place. Juste au moment où nous étions en train de défaire le paquet, le professeur apparut. Monsieur le professeur, dis-je, voilà vos livres. Judas les a retrouvés. Elle les avait prêtés à une amie pour regarder les images. Bien, bien, n'en parlons plus. Avec son chapeau sur la tête et son manteau sur les épaules, il s'approcha des livres, en prit un, l'ouvrit et poussa une exclamation. Mais ce ne sont pas mes livres. Que voulez-vous dire, monsieur le professeur? C'étaient des livres d'archéologie, poursuivit-il en feuilletant fébrilement les autres volumes, et ceux-ci sont des volumes de droit, dépareillés au surplus. Mais qu'as-tu donc fait? Demandai-je à Judas. Elle protesta de toutes ses forces. 5 livres j'avions pris, 5 livres les v'là. Que voulez-vous d'autre? Plus cher qu'ils m'en ont donné quand je les ai vendus. Le professeur était si stupéfait qu'il me regardait et regardait Judas la bouche ouverte, sans souffler mot. Elle continua. Regardez, c'est relié la même chose, plus beau même, voyez, et c'est le même poids. Ils me les ont pesés, ça fait 4,6 kg, comme les autres. Cette fois, le professeur se mit à rire, un rire amer cependant. Mais on ne pèse pas les livres comme du veau. Chaque livre est différent des autres. Que puis-je faire de ces livres-là? Ne comprends-tu pas? Chaque livre contient des choses différentes, d'un auteur différent. Mais allez donc lui faire comprendre. Elle répétait, obstinée. Il y en avait 5, en v'là 5. Ils étaient reliés, cela aussi. Nous savions rien de but. Finalement, le professeur la renvoya à la cuisine.
Va faire le dîner, cela suffit. Je ne veux pas me faire de mauvais sang. Et quand elle eut tourné les talons, il s'adressa à moi. Je regrette, c'est une brave fille, mais trop rustique, vraiment. C'est vous qui l'avez voulu, monsieur le professeur. Mea culpa, fit-il. Judas resta avec le professeur le temps de trouver une autre place. Je la retrouvai laveuse de vaisselle dans une laiterie du quartier. Elle vient de temps en temps me voir dans ma loge. Jamais nous n'avons reparlé de l'affaire des livres, mais on m'a dit qu'elle s'était mise à apprendre à lire.